pouvoir patienter. On est désolé voilà, pour la mise en place. Donc maintenant, on est ouvert à toutes vos questions. Et puis, en attendant vos questions, nous, on en a personnellement à poser aux intervenants. Mais d'abord, on va laisser Valentine Godillet se présenter, puisqu'elle est là depuis le début. Elle nous écoute, elle est là dans le chat. Et puis là, on va la laisser se présenter euh, bah, de vive voix, en fait, tout simplement. Voilà, donc on la laisse, euh, on la laisse s'exprimer. Donc bonsoir à tous, je suis Valentine Godilla et moi je suis doctorante en deuxième année au laboratoire Photon. Je travaille en fait sur des télécoms, et plus particulièrement sur des télécommunications quantiques, donc c'est-à-dire coder de l'information sur des photons directement. Et donc moi je suis là pour répondre à vos questions si jamais vous en avez. Je suis présente aussi dans le chat. Voilà, merci à vous et bonne soirée. Du coup, on va enchaîner avec. Merci à Valentine de s'être présentée. On va enchaîner avec les questions pour les intervenants. Alors, tout à l'heure, on vous a demandé, à Monsieur Chartier, comment pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être chercheur? Et on vous a demandé, Monsieur Michin, ce que vous pensiez de l'avenir. Ça, c'est un peu le passé et le futur. Et on aimerait un peu avoir peut-être quelques détails sur ce qui se passe en ce moment dans les labos, sur les recherches actuelles. Un peu, peut-être parler du labo photon éventuellement. Puis, voilà, voilà, comme vous le sentez sur ce terrain-là. Je commence. Je te laisse parler si c'est photon. Le laboratoire Photon, donc effectivement, nous on a des activités de recherche. Alors, l'Institut Photon, il y a une partie qui est basée à Lannion et une partie qui est basée à Rennes. Donc, la partie rennaise s'occupe plus des matériaux et donc des composants à semi-conducteurs. Et puis, quant à laboratoire à Lannion, il y a plusieurs activités autour des capteurs, des lasers et des télécoms optiques. Alors, il n'y a pas que des fibres, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités autour des fibres. Et c'est un petit peu ce qu'a dit David aussi. En fait, souvent, lorsque un système existe, on cherche beaucoup plus de performance. Lorsqu'on a un laser qui fait déjà quelque chose, on se dit que s'il le faisait encore mieux, de manière plus efficace, on pourrait adresser peut-être de nouvelles applications. Donc, il y a des sujets d'étude pour que, par exemple, le laser soit de plus en plus fin, que sa couleur, sa longueur d'onde soit de plus en plus fine. Et ça, ça devient compliqué à mettre en place. Et c'est pour ça qu'il y a des études autour de ces activités. On développe aussi des capteurs. Et là, il y a des liens avec l'environnement, puisque des capteurs à base de fibres optiques, par exemple, permettent de détecter le CO2. Et donc ça peut améliorer aussi la combustion des moteurs et faire des moteurs plus propres. Et puis en ce qui me concerne, par exemple, je travaille en collaboration avec Photonics Bretagne sur des fibres qui doivent permettre de générer des lasers avec suffisamment de puissance et que ces fibres tiennent le coup, en tout cas, à la puissance, sans se dégrader elles-mêmes et sans dégrader le faisceau. Là, à la limite, tu peux peut-être aussi compléter si tu veux, David. Et puis on donnera, après, je te laisse compléter parce que je voulais parler de Valentine et on pourra lui donner la parole parce qu'elle a effectivement une activité de recherche aussi autour des fibres optiques et une application très intéressante et surtout un domaine qui est très émergent. Peut-être. Alors, pour le cas dont tu parles, là, je pense que tu évoquais les fibres à un très gros cœur pour faire des gros lasers, quelque part. Donc, typiquement, c'est un genre de recherche que nous, on fait en effet à Lannion. En fait, un laser va être d'autant plus puissant que le cœur de la fibre
tout à l'heure, je parlais des 3 applications des fibres. Donc, l'application laser où on amplifie la lumière avec une fibre, eh bien, on l'amplifie avec les ions terres rares qui sont dans le cœur. Et on imagine bien que plus ce cœur va être gros, donc plus le diamètre du cœur va être important, plus l'amplification de la lumière va être importante. Le seul problème, donc on pourrait se dire, ben voilà, on n'a qu'à faire des cœurs de 5 cm. Sauf qu'à un moment donné, plus on va augmenter la taille du cœur, plus on va se retrouver avec plusieurs modes qui vont se propager. Et là aussi, j'en ai parlé tout à l'heure. Les modes, c'est des manières dont la lumière se propage dans le cœur d'une fibre. Donc, c'est la répartition spatiale de la lumière dans une fibre. Et donc, si on a une fibre qui propage plusieurs modes, eh bien, ça va un peu brouiller un peu la lumière qui est propagée. On va avoir un mode comme ça, un mode en rond, un mode en carré, un mode en lobe, etc. Et au final, en sortie de fibre, on va avoir un espèce de nuage de lumière qui ne sera pas très efficace. Donc, ce qu'on cherche à faire dans un laser, c'est à la fois donc, avoir le plus de puissance possible qui va être, on va dire, émise par le cœur de la fibre, tout en restant monomode, tout en ayant un seul mode qui se propage dans la fibre. Et donc là, pour faire ça, il faut avoir un indice de cœur qui soit très très proche de l'indice de la gaine. Et donc, quand on parle de très très proche, c'est à 0,00001 près. Et donc, il faut savoir déjà faire ce cœur avec les bons dopants. Il faut savoir maîtriser l'indice du cœur de telle manière à ce qu'on ait quelque chose qui soit très 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 proche de l'indice de la silice pour ne pas être multimode. Et là, on arrive à des choses qui sont quand même très très complexes vu qu'on cherche à avoir des choses très précises. Et du coup, il faut voilà, inventer des nouvelles manières de déposer des ions terres rares dans le verre. Il faut inventer des nouvelles manières pour mesurer les indices, parce que les fabricants finalement de mesureurs d'indices, ils n'arrivent même pas à mesurer les indices que nous, on souhaiterait mesurer. Donc ça induit pas mal d'innovations juste pour, entre guillemets, faire une fibre qui va permettre de faire un laser plus puissant. Donc c'est un des exemples qui est développé chez nous, et donc en collaboration avec Photon, vu que c'est Photon aussi qui caractérise pour une bonne partie ces fibres-là. Voilà, après, c'est vrai je ne suis pas sûr qu'on ait trop parlé de longueur d'onde depuis le début, mais l'idée aussi, c'est de propager plusieurs longueurs d'onde. Donc on a vu pour les télécommunications, ça peut être important pour plus de débit. Mais les télécommunications, c'est l'infrarouge, c'est de la lumière qu'on ne voit pas. Mais on peut imaginer, bien sûr, transmettre de la lumière visible. Donc la lumière visible, c'est la lumière qu'on connaît tous, hein, le vert, le bleu, le jaune, le rouge. Donc ça aussi, ça peut être transmis par une fibre optique. On peut transmettre de la lumière UV. Et là, ça devient compliqué aussi parce que le vert peut se dégrader assez sensiblement lorsque l'on envoie trop d'UV dans le cœur de la fibre. Donc il faut des matériaux bien spécifiques. Et puis au-delà, dans l'infrarouge moyen, donc 2 microns, 3 microns, et donc là, on a d'autres problématiques aussi. Donc il y a aussi un intérêt pour développer de nouvelles fibres qui couvrent des gammes de couleurs, c'est-à-dire de longueur d'onde, encore plus grandes. Voilà. Donc ça fait partie aussi des sujets qui sont étudiés et qui sont des fibres qui sont développées à l'année. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Alors, du coup, je ne sais pas si Valentine, elle voudrait enchaîner un peu avec voilà, son sujet de recherche en ce moment, ou si d'abord elle veut poser sa question aux intervenants. En tout cas, elle peut prendre la parole directement. Merci. Moi, mon sujet de recherche, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est sur des télécommunications. Moi, je suis plutôt sur mon sujet de recherche s'appelle le multiplexage spatial dans des fibres faiblement multimodes. Donc là, on parle de modes comme on en parlait tout à l'heure. Donc c'est des modes spatiaux. En fait, je vais venir coupler de la lumière dans chaque mode indépendamment.
Et je vais essayer de faire interagir différentes ondes à différentes longueurs d'onde afin de créer, en fait, c'est ce qu'on appelle de l'optique non linéaire. Donc en fait, on vient mélanger des ondes afin de recréer des nouvelles couleurs, entre guillemets. Et donc moi, mon but, ça serait de faire ça afin de créer des photons et de venir en fait faire de la télécommunication avec ces photons nouvellement créés. Ok, bah merci beaucoup pour les compléments. Est-ce que du coup, vous voulez poser votre question directement aux intervenants ou... Bah, pourquoi pas, effectivement. Donc moi, ma question, c'était juste une petite question, c'est juste, on parle de dopage des fibres depuis tout à l'heure, on parle de terres rares, mais est-ce que c'est possible de doper avec d'autres choses les fibres afin de changer l'indice de réfraction? Oui, alors je peux peut-être prendre la question pour le coup. Je te la mets. Voilà, ça saura répondre aussi, mais en fait, quand on parle de dopage terre rare, c'est vraiment pour faire des fibres actives. Donc des fibres actives, ça veut dire des fibres qui amplifient la lumière ou qui génèrent de la lumière. Donc là, pour faire ça, il faut des terres rares. Donc ça, c'est dans le troisième cas que j'ai évoqué tout à l'heure, fibre pour amplification, fibre pour laser. Dans les deux autres cas, on a donc les fibres de transmission, par exemple, il n'y a pas de terre rare. Mais par contre, il faut quand même que le cœur soit d'une composition différente de la gaine. Parce qu'évidemment, si le cœur et la gaine sont de la même composition, la lumière, elle ne verra pas de différence, elle ne verra qu'un gros cœur. Et donc, pour faire un cœur qui ait, on va dire, une composition et un indice différent de celui de la gaine, on va aussi doper ce cœur. Et en général, on utilise plutôt du germanium. Donc, les fibres de télécommunication que vous connaissez tous et toutes sont des fibres qui sont dopées au germanium, avec une gaine qui est la plupart du temps en silice pur. Donc, on parle de silice, c'est vraiment le verre. Donc, on peut aussi doper le verre avec d'autres éléments. On peut doper du verre avec du bore, par exemple. Et donc, ça peut servir à faire des barreaux de contrainte dans la fibre. Alors, on n'a pas trop évoqué le sujet. C'est peut-être un peu complexe pour aujourd'hui, mais on a aussi des fibres à maintien de polarisation. C'est-à-dire que les fibres, que la lumière peut se propager selon un axe de la fibre. Si on a une fibre circulaire avec tout est circulaire, la lumière, elle n'a aucune raison de se propager selon un axe ou selon un autre. Elle se propage de manière, on va dire, isotrope selon toutes les directions. Par contre, si on fait une fibre un peu spéciale et qu'on induit des contraintes près du cœur, on va avoir la lumière qui va se propager selon un axe bien particulier. Donc là, c'est ce qu'on va appeler des fibres à maintien de polarisation. Donc la polarisation de la lumière selon un seul axe va être gardée le long de la fibre. Et pour ça, et ces barreaux de contrainte, ils sont faits souvent avec du verre qui est dopé au bord, par exemple. On a aussi la possibilité de doper au fluor. Le fluor, ça va permettre de descendre l'indice. On a la possibilité de doper avec de l'aluminium. La plupart des fibres actives, il y a une part d'aluminium en fait dans les dopants pour que on va dire l'amplification dans ces fibres-là se passe mieux. Bien sûr, il faut de la terre rare, c'est l'élément central, mais sans aluminium, souvent, ça ne marcherait pas. On peut doper à quoi encore? Bon, on a fait un petit tour là. Donc voilà, on peut doper avec différents éléments chimiques. Alors évidemment, il faut qu'il y ait un intérêt. Puis il y a d'autres terres rares, hein. Il y a le praséodyme, le néodyme par exemple, qui peuvent être utilisés pour doper des fibres. Du bismuth, hein, le terme à la mode en ce moment pour autre chose, mais on peut doper les fibres avec du bismuth. Donc c'est voilà, on a ça dans la boîte à outils. Et donc lorsqu'on a besoin d'un dopant bien particulier, eh bien quelque part je disais tout à l'heure qu'on était des verriers, mais on est aussi des chimistes. Et donc, on sait introduire pas mal d'éléments chimiques dans le verre lors de la fabrication du cœur. Ok, merci pour votre réponse. Alors, on avait une autre question de Philippe Roux. Alors, lui, il demandait si, pour le moment, la fibre, elle arrive jusqu'à nos maisons.
Mais est-ce que bientôt elle arrivera dans les box de TP? Pour quand c'est prévu? Est-ce que l'électronique ne va pas prédominer encore un certain temps là, pour l'exemple des box pour les PC? Salut Philippe. Donc, alors, la fibre, effectivement, elle peut arriver à la maison. Donc, en fait, ça, c'est pour augmenter le débit possible de télécommunication. Alors, tout le monde n'aura pas forcément la fibre à la maison, pourra peut-être être très, très, très proche de l'habitation, mais ce qu'il faut, c'est surtout réduire la part de cuivre, donc le réduire à vraiment quelques dizaines de mètres. Alors après, la question, c'est par rapport aux box de TP. C'est ça, la question de... Oui, 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 c'est ça. Alors, dans les box de TP numériques, par exemple, Alexa, Oui, pour ouais. avoir... Ouais, dans les box d'optique, dans les box numériques. Ouais. Ça, c'est possible, c'est techniquement possible que la fibre arrive au plus près des pièces et puis d'avoir un accès à très, très, très haut débit dans les pièces. Ça, c'est possible. Il faut juste après, c'est une installation qui doit se faire dans les bâtiments et on pourrait avoir des prises optiques comme on a des prises réseau. Et ça, c'est tout à fait possible. Il y a une petite contrainte dont on n'a pas trop parlé, c'est qu'installer de la fibre dans les bâtiments, c'est une fibre qui doit être un petit peu plus robuste aux courbures que la fibre qui est mise dans les câbles sous-marins, parce qu'il n'y a pas trop de virages quand on est au fond de la mer. Quand on est dans un bâtiment et qu'on doit installer de la fibre, eh ben, on peut avoir des coups d'un angle droit. Et ça, c'est un petit peu plus contraignant. Donc, ce sont des fibres un petit peu différentes. Donc là, en fait, ce serait possible, mais ce serait à un certain budget. Les contraintes, on pourrait le faire, mais on a un système électronique fonctionne et on n'a pas encore d'intérêt de vraiment de prendre le coup et de remplacer. J'ai bien compris. Si on met la fibre, c'est parce qu'on veut beaucoup de débit. Donc, si on en a besoin, pour certaines applications, on va le mettre. Juste pour information, on reçoit la fibre ici, évidemment, à l'ENSAT, et par contre, on peut, nous, au sein de l'Institut Photon, on a des fibres qui communiquent de labo en labo. Là, c'est pas forcément pour avoir du débit, c'est pour se passer des faisceaux laser et dire, tiens, il est mis dans une pièce, et ben, j'en ai besoin dans l'autre pièce, et on peut communiquer entre nous comme ça avec de la fibre. Vous pouvez aussi évoquer des sujets plus larges comme finalement comment ça se passe la vie de chercheur. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est enfermé toute la journée dans un laboratoire? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, etc. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de questions à ce sujet-là, moi je vais demander parce que j'ai envie de savoir comment ça se passe la journée en tant que chercheur. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, comment on utilise son temps, quelle expérience on met en place, voilà, finalement, comment ça se passe une journée. Bon, il n'y a pas de journée, il n'y a pas de journée type. Moi, je suis enseignant-chercheur, c'est-à-dire que quelque part, j'ai la moitié de mon temps qui est dédié à l'enseignement, la moitié de mon temps qui est dédié à la recherche, et puis l'autre moitié, c'est les tâches administratives, etc. Non, je rigole, mais tout ça pour dire qu'il donc il y a énormément de choses à faire dans ce métier-là. Donc l'enseignement, eh bien, vous connaissez, Lucas, tu m'as en cours, donc ça c'est une tâche très importante parce qu'il y a la présence devant les étudiants et puis il y a tout ce qui est préparation aussi et puis élaboration des contenus. Après, le métier de chercheur, eh bien, en fait, donc ça, on a des sujets de recherche. Et moi, par exemple, dans les sujets de recherche, il y a quand même une part expérimentale importante. Donc, on a des bancs optiques, notamment sur les fibres optiques. Et puis, il y a aussi une partie où on met en forme ces résultats, on essaie de les comparer à la théorie. Et le chercheur, il va essayer de faire avancer les connaissances, c'est-à-dire peut-être d'essayer de démontrer un effet qu'il a prédit en théorie parce qu'il a eu une nuit d'insomnie, peut-être une idée, ou alors au contraire, il visualise un phénomène et puis il va essayer de l'expliquer.
Il y a d'autres sujets qui sont aussi amenés par des problématiques des industriels, où on vient nous chercher, les laboratoires de recherche, pour essayer de développer un laser, par exemple, parce qu'on a l'expertise. D'accord? Ça, c'est le travail de recherche. Et le travail de chercheur, c'est aussi beaucoup un travail justement de recherche des financements. Et ça, dans la recherche, c'est pas facile parce que, en fait, finalement, on passe énormément de temps à chercher des financements pour faire de la recherche. Donc, évidemment, le temps qu'on passe à chercher les financements, on fait moins de recherche. Et c'est pour ça que les doctorants dans un laboratoire sont très importants, n'est-ce pas, Valentine? Parce que eux, ils peuvent se consacrer à 100% à leur travail de recherche. Et en fait, finalement, c'est eux qui font avancer énormément les résultats scientifiques dans un laboratoire. Les chercheurs sont plus des encadrants et donnent des orientations. Évidemment, ils participent aussi à la recherche. Et les doctorants ont un rôle fondamental dans un laboratoire de recherche. Ok, donc merci pour cette réponse. Alors, comme vous pouvez le voir dans le chat, on va publier un questionnaire de retour sur l'événement que vous pourrez remplir pour nous indiquer euh, voilà, les pistes d'amélioration, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, est-ce que vous avez appris des choses, est-ce que vous avez aimé cette première soirée. Et puis, donc, on le publiera sur notre page Facebook très prochainement. Et puis, on va se quitter ici, puisque ça fait bientôt 2 heures que la soirée a commencé. Et dans des conditions distancielles, voilà, on a décidé de ne pas excéder certaines limites temporelles. Donc, je vous remercie vraiment tous d'être venus et d'être restés, surtout avec voilà, les problèmes lumineux qui étaient un peu pénibles là sur la fin. On est désolé, on n'a pas su les corriger. Et merci quand même d'être restés jusqu'au bout. Donc, on va, j'espère, se dire à la prochaine fois pour la prochaine soirée du Café Science, qui aura lieu le 15 janvier, si tout se passe bien. Ce sera un jeudi, ce sera les mêmes horaires. Et puis, sauf si on a une dernière question de Valentine sur, le design des bandes gap fiber. Non, donc Valentine, elle demande si on pourrait avoir le même design que les bandes gap fiber, mais pour différents verres dopés à la place de l'air. Donc je sais pas si vous... Ouais, David Méchin se propose de répondre. Euh, oui, oui, donc c'est possible. Il y a eu d'ailleurs un projet de recherche il y a quelques années là-dessus, sur lequel on était partenaire. Donc, ce qu'on appelle band gap fiber, parce que je pense pas sûr que tout le monde soit très au fait de ce que ça veut dire, c'est les fibres type corps creux que j'ai présenté tout à l'heure, qui ont une manière un type de propagation de la lumière qui est différent des fibres classiques. Donc, ce type de propagation, on l'appelle propagation par band gap. Voilà, pour différencier de la propagation classique. Et et donc ça marche ça pour le coup si l'indice du cœur est inférieur à l'indice de la gaine. Et donc par le passé, on a en effet essayé de fabriquer des fibres et des cœurs dopés et qui avaient une gaine qui était d'indice inférieur, et la lumière se propageait de manière par cette fameuse propagation band gap. Donc à l'époque, c'est il y a quelques années de ça, on n'était pas complètement au point au niveau de la fabrication du cœur, donc ça n'avait pas donné des résultats très concluants, pour être totalement franc. Il y a des choses qui existent dans la littérature. Aujourd'hui, on serait par contre beaucoup plus capable de fabriquer ce genre de fibres. Si bien sûr il y a un intérêt, on en vient toujours à ça, voilà, un intérêt de recherche ou un intérêt d'un industriel de fabriquer ce genre de fibres pour arriver à des performances bien spécifiques qui ne peuvent pas être atteintes avec une fibre classique. Donc oui, c'est possible, pour résumer. Ok, ben, merci beaucoup pour cette dernière question et cette dernière réponse. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là
pour le stream et ben, pour cette soirée finalement. Donc, on aurait, juste avant de partir, un dernier message de Thierry Chartier. Non, c'était pas un message sur la photonique. Ah. Non, non. Ben, moi, je voulais vous dire merci. Voilà, je voulais vous dire merci et bravo, les étudiants. Donc, d'abord, ben, j'étais d'abord très heureux d'avoir été contacté et donc de participer à cette soirée. Aussi, Tout à fait. aussi David. Je n'y attendais pas. Voilà, et surtout bravo pour l'organisation. Hein. Donc, il y a Lucas que vous avez vu. Derrière, au platine, vous ne le voyez pas, il y a Kylian. Et puis, alors, il y a Gaëtan il y a Louès Gaëtan. qui fait toute la régie. Il y a Guillaume Paillard qui aide Gaëtan. Il y a Wilfried Togba qui est là aussi. Et Jean-Anna Saleh qui est là pour la modération du chat. Voilà, donc nous, il y a des gens qu'on ne voit pas parce qu'ils sont à distance. Et en tout cas, c'est une super organisation d'avoir pu organiser ça et voilà, d'avoir réussi à maintenir un café science dans ces conditions. Moi, je vous dis bravo. Et moi, j'ai aussi un message un peu de fin pour plutôt diriger vers ceux qui nous ont regardés. J'espère qu'ils sont toujours là. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui nous ont lâchés en route. Ou ceux qui vont nous regarder plus tard. Je crois que ce sera de toute manière disponible plus tard cette vidéo. Donc, même ceux qui ne sont pas là aujourd'hui peuvent nous regarder plus tard. De ne pas hésiter à diffuser cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, la photonique et la fibre optique et les applications de la fibre optique ne sont pas forcément très connues du grand public. On ne connaît pas toutes les applications, toutes les innovations amenées par ces domaines-là. Et clairement, il faut que de plus en plus de personnes soient au courant de tout ce qu'on peut faire avec la photonique, parce que derrière, il y a des emplois, il y a plein de choses à faire de manière très intéressante dans les labos de recherche. Donc là, je m'adresse encore une fois aux jeunes qui sont au collège, au lycée, à leurs parents. N'hésitez pas à nous solliciter et à vous renseigner sur toutes les formations en photonique qui peuvent exister, en particulier à Lannion. L'avantage de Lannion, comme vous le savez, c'est qu'on est à 2 doigts de la mer, donc il y a quand même des avantages liés à la localisation géographique. Et à côté de ça, on peut faire des recherches de très haut niveau, on peut travailler dans un cadre vraiment très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis revenir nous voir, on sera très heureux de pouvoir vous accueillir, que ce soit à l'école ou dans nos laboratoires, pour que vous puissiez vivre votre passion de la photonique qui est en train de naître. Voilà. Et bonne fin de journée et bonne fin de soirée, peut-être même. Bonne soirée plutôt à tous et à toutes. Au revoir.